l'affaire Benalla, qui nous renvoie à Macron, c'est finalement, dans toutes les allégories aliénatoires du capital, la reprise de l'affaire Fillon. Les gens ont oublié l'affaire Fillon. L'affaire Fillon, c'est quelque chose de fantasmatique, de merveilleux, de sublime, de théâtral, de délirant, de bizarroïde. Bref, c'est toute la paranoïa du capital en mouvement. On a l'affaire de Pénélope Fillon. L'affaire de Pénélope Fillon, et tous les jours, le Canard enchaîné, l'Express, le Nouvel Observateur reprennent cette affaire pour effectivement, à partir d'un truc qui est complètement anodin, le problème des assistants parlementaires et le problème d'un conjoint qui fait bosser sa conjointe de manière réelle, de manière fictive. Ça existe à des milliers d'exemplaires, à des millions d'exemplaires depuis des années entières de 5e et de 4e République, et sur le cas Fillon, ça devient délirant. J'explique alors que dans le cadre justement des oppositions du mondialisme de la marchandise, dans le cadre du procès d'unification totalitaire de la tyrannie marchande, il existe des contradictions à l'œuvre dans le processus de dialectique des forces productives en mouvement. À un moment donné, Fillon, qui était pourtant le bras droit armé de Sarkozy, qui avait effectivement détruit la Libye et qui avait tout fait pour détruire la Syrie dans le cadre d'une vassalisation totale à l'impérialisme américain, prend ses distances, à la fois par émoi narcissique, par compréhension politique et par ambition géopolitique. Et Fillon, contrairement à ce pourquoi il avait été formé, commence à envisager un rapprochement avec la Russie poutinienne pour effectivement passer d'une dialectique mondialiste unipolaire à une dialectique mondialiste multipolaire. Dans le cadre du pouvoir tyrannique du gouvernement du spectacle mondial, il faut tuer Fillon. Et on a tué Fillon. Le Canard enchaîné a sorti ses premières feuilles, la mise en examen a immédiatement suivi, dans un acharnement délirant qui montre bien comment les services et l'aménagement capitaliste a fonctionné. 1 an et demi après, on n'entend plus du tout parler de l'affaire Fillon. On a flingué symboliquement Fillon, on a rempli la mission que l'on devait remplir, Fillon se tait, plus rien, et c'est terminé. Et Macron, qui était précisément l'objectif, l'enjeu, la ligne stratégique du gouvernement du spectacle mondial, à travers tous les réseaux de l'OTAN, de la CIA et du Mossad, parrainé par Attali, chantre du gouvernement du spectacle mondial de la marchandise, est arrivé au pouvoir. Macron, c'est l'enfant chéri de la domination réelle du capital dans sa forme supérieure. Mais il y a des enjeux narcissiques, il y a des dérapages administratifs, il y a des reconstructions politiques. Bref, à un moment donné, Macron ne fait plus ce que l'on attendait de lui. Donc, il faut bien comprendre les enjeux à la fois phénoménologiques et essentialistes de la réalité. Ça a dû se passer le 18 juillet. Le 18 juillet, Macron et Poutine se rencontrent. Ils ont, indépendamment des conflits qui continuent d'exister, puisque Macron est vassalisé à l'OTAN. Il y a des entreprises françaises qui ferment en Russie. Il y a des ambassades commerciales que l'on oblige à déménager. Bref, visiblement, dans l'appareillage de l'OTAN, Macron est un bon soldat. Sauf que ce fameux 18 juillet, suite à la réunion Poutine-Macron, on apprend que non seulement sont confirmées les visions politiques de défense de l'accord nucléaire iranien et que le gouvernement français, en relation avec le gouvernement russe, va organiser toute une série d'implications médicales, politiques, humanitaires en Syrie qui rentrent dans la victoire consommée de Bachar el-Assad. Donc, le 18 juillet, on apprend qu'il y a eu une rencontre stratégique le 15 juillet entre Poutine et Macron, et on apprend que Macron, considérant que la Russie a gagné en Syrie, il entre dans un partenariat avec Poutine
qui ouvre les portes d'une redéfinition possible d'un Moyen-Orient où la France, tout en restant asservie à l'OTAN, aurait des velléités de distanciation et de décalage. Il faut bien comprendre que depuis des jours et des jours, on assiste à un lynchage médiatique extrêmement symptomatique. Macron est l'enfant chéri des médias. Quand les médias, alors je précise que les médias, ça n'existe pas en tant que sphère autonome. Les médias ne sont pas un cinquième pouvoir. Les médias sont un appendice métastasique et cancéreux de la dialectique aliénatoire du capital. Les médias n'ont aucune autonomie. Ils sont la production aliénatoire du fétichisme de la marchandise. Donc, quand les médias ont flingué Fillon et porté Macron à l'apothéose, cela dit quelque chose. Et quand les mêmes médias qui ont porté Macron à l'apothéose décident de le flinguer, ça dit évidemment autre chose. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'affaire Fillon était effectivement une affaire qui n'en était pas une, puisque ce que faisait Pénélope, c'est d'une banalité effrayante. Ce qu'a fait Benalla, c'est d'une banalité effrayante. Benalla, dans l'administratif policier des barbouzeries locales de l'Élysée, c'est du pipi de chat. Alors qu'hier, la France commémorait la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Russie, elle, célèbre aujourd'hui la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie avec une parade militaire à Moscou sur la place Rouge. Un événement auquel a participé le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui a profité de l'occasion pour rencontrer Sergueï Udaltsov, l'un des leaders de l'opposition de gauche à Vladimir Poutine. Et c'est à ses côtés, depuis Moscou, que Jean-Luc Mélenchon a appelé à une alliance des gauches radicales européennes. Le compte-rendu de Sophie Rosenzweig. Chars et militaires médaillés au rendez-vous pour ce 73e anniversaire à Moscou. Un défilé grandiose pour célébrer la victoire sur les nazis en 1945 et montrer au monde entier la puissance militaire russe et ses dernières innovations, comme les modèles de véhicules blindés ou d'avions récemment sortis des usines d'armement. Pour la première fois aussi, des drones utilisés à Alep ont été présentés. Les 27 millions de victimes russes mortes durant la Seconde Guerre mondiale ne sont pas oubliées. Une marche en leur hommage est organisée par le Kremlin. Mais avant cette marche, Jean-Luc Mélenchon a rencontré l'opposant russe à Poutine, Sergueï Udaltsov. Une rencontre qui permet de justifier le déplacement en Russie du chef de file de la France insoumise. Je ne veux pas entrer dans le concert d'aboiements et d'hystérie anti-russe qui s'observe en Europe sous prétexte de M. Poutine. Quand je viens ici, le 9 mai, c'est un acte militant pour dire les Russes sont nos amis. En clair, un message à la Macron. En même temps, les Russes oui, la Russie oui, mais un bémol sur Vladimir Poutine. Pas de poutinomania donc, une position relayée par la garde rapprochée de Mélenchon. Le but de tout ça est symbolique pour dire arrêtons ce climat aujourd'hui qui vise à considérer que quiconque n'est pas aligné sur le discours agressif, notamment des États-Unis ou de tous ceux qui désignent M. Poutine comme étant quasiment en train de préparer une guerre mondiale, se voit immédiatement traité d'agent poutinien. Ce n'est pas notre cas, nous n'avons aucune sympathie particulière pour M. Poutine. Un grand écart difficile. D'un côté, Mélenchon condamne la politique de Poutine, mais de l'autre, il condamne aussi les sanctions américaines à l'encontre de la Russie, notamment pour l'annexion de la Crimée, tout comme sa participation à la guerre en Syrie. Cette dichotomie, cette vision simpliste vraiment du monde en deux camps qui finalement, d'une certaine façon, se plaint d'un retour des discours de guerre froide, tout en finalement en l'activant soi-même par les positions qu'on prend. Un voyage symbolique au pays de Poutine, pas sûr qu'il remette les pendules à l'heure, tel que le souhaite Mélenchon. Eh ben, il est en fait en Russie pour aller rencontrer Udaltsov, j'essaie de bien prononcer son nom, qui est le leader de l'équivalent du Front de gauche en Russie. Il y va aussi pour plusieurs raisons, Jean-Luc Mélenchon, pour rappeler que nous voulons
qu'il y ait une sincère amitié et de la paix avec le peuple russe, et en voulant le redire par le biais de ce voyage. Pourquoi la paix? Vous dites pourquoi il y a la guerre avec la Russie? Attendez, il y a quand même des va-t-en-guerre au niveau à la fois de l'Union européenne, du Parlement européen et de la Commission européenne, où on a l'impression qu'on retrouve une rhétorique un peu guerrière de tension avec la Russie depuis déjà maintenant au moins 3 ans. Ce qui est un peu symptomatique, parce que tout ça peut très vite s'enchaîner et mal tourner. Il y a encore des sanctions financières qui sont appliquées auprès de la Russie. C'est d'ailleurs pour ça que Jean-Luc Mélenchon rencontrera les investisseurs français en Russie. Tout ça sont des sujets très sérieux, et moi je ne suis pas pour une escalade, une montée des tensions avec la Russie, parce que si on veut la paix, alors il faut la faire. J'ai une dernière petite question. En 2022, Jean-Luc Mélenchon aura 71 ans et ce serait sa 3e candidature à la présidentielle. Est-ce que François Ruffin ne serait pas un meilleur candidat, finalement plus proche des gens, plus en phase avec votre électorat? Non, je ne le pense pas. Pour la raison que moi j'ai toujours dit, compte tenu du rôle de défricheur qu'il a eu et de la position qui est la sienne, de sa capacité à incarner la fonction présidentielle et y compris le régalien, Jean-Luc Mélenchon, pour moi, tant qu'il est dans le fameux jeu de cartes, pour filer la métaphore, je pense que c'est la meilleure carte que nous aurons à jouer, tant qu'il est dans le jeu. Voilà. Alors revenons sur la fête à Macron de François Ruffin. Il semblerait, la semaine dernière. Le 5 mai, il semblerait que François Ruffin ait mal vécu que Jean-Luc Mélenchon lui ait volé la vedette sur le bus impérial. Est-ce que vous confirmez ? Mais je me demande bien où vous avez trouvé cela, puisque figurez-vous que nous avons des réunions régulières entre nous. Vous n'êtes pas sans savoir que François Ruffin est membre du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale et que toutes les semaines, nous avons des discussions, y compris d'ailleurs les modalités de ce rassemblement ont été discutées bien en amont. Bah oui, je sais que ça peut peut-être vous déranger et j'ai vu d'ailleurs que sur votre compte Twitter, vous relayez notamment des articles de presse qui disent que le pot-au-feu aurait viré Allègre, mais en l'occurrence, il a viré Allègre. Je peux pas dire ça. Pour toutes celles... Non, mais vous avez relayé un article qui le dit. De votre confrère. Mais en l'occurrence, oui, alors qu'il y avait, d'aucuns disaient qu'il y avait une provocation dans la dénomination de la fête à Macron, eh bien, tout le monde s'est pris dans la figure quelque chose qui est un rassemblement populaire, festif, coloré. Les gens étaient là, dansant, chantant, avec l'expression d'une colère qui a été canalisée, vous l'avez vu. François Ruffin, vous le dites, a réussi une mobilisation, finalement, que Mélenchon, lui, n'avait pas réussi à faire à Marseille. On dit qu'il voudrait être candidat à la présidentielle. Vous ne sentez pas pointer une concurrence entre eux? Que qui voudrait être candidat à la présidentielle? François Ruffin. Ah non, mais là, je pense que vous faites une erreur diagnostique la plus complète. En l'occurrence, ce que vous ne voyez pas, c'est que entre nous, il n'y a pas concurrence. Et d'ailleurs, si on élargit même au-delà du mouvement France Insoumise, ce qui a été réussi avec la fête à Macron et les étapes dans lesquelles nous nous situons, c'est un moment où chacun conjugue ses forces et ses manières de faire. Vous voyez, y compris dans ce groupe, qui est un groupe cohérent, la France Insoumise. Il y a des parcours politiques hétérogène quand même. Bien évidemment, il y a des parcours politiques divers et c'est une richesse. Ça permet de rassembler. Il y a sans doute des gens que François Ruffin arrive à faire venir, que moi, par exemple, ou d'autres de mon groupe, nous n'arrivions pas. Et c'est bien ça qui est en train de se faire. Il y a en cours un décloisonnement à la fois du mouvement syndical et du mouvement politique. Justement. Non, mais qui aurait cru que Macron arriverait à se faire élire président de la République sortant de rien? Eh bien, vous m'avez donné une idée. Notre prochain président, c'est Ruffin. Parce que, non, logiquement, on va vers un échec radical de la présidence Macron qui va nous faire du Hollande, Sarkozy en accéléré, qui semble d'ailleurs déjà s'énerver. Donc on est au bout du bout. Et donc, je ne sais pas comment dire. Je ne suis pas certain que Jean-Luc Mélenchon soit d'accord avec votre analyse. Je sais que je pourrais semer comme ça la zizanie dans la France Insoumise, ce qui n'est pas du tout mon désir. Mais comme l'avenir est aux gens jeunes, j'ai rien contre Mélenchon, je crois qu'on a le même âge, de ce point de vue-là. Mais tout d'un coup, regardez la vitesse avec laquelle Ruffin progresse dans l'opinion, sa créativité. Surtout, ce qui est formidable, si on pouvait avoir un président qui a vraiment le sens de l'humour comme Ruffin. Il restera une trace de Jean-Luc Mélenchon dans notre histoire politique du XXIe siècle, c'est qu'il a remis notre gauche debout. Et c'est pas rien. Et moi, je tiens à dire que, par ailleurs, il a remis notre gauche debout sur 2 jambes qui sont les miennes.
La première fois d'ailleurs que j'ai vu Jean-Luc Mélenchon, moi, c'était, je venais de sortir un bouquin qui s'appelait La guerre des classes, qui était pas mal sur le Parti socialiste, ce qui partait de la phrase de Warren Buffett, une guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. Et donc j'avais fait un portrait du Parti socialiste qui était déjà en état de déliquescence et qui s'est confirmé par la suite. Et je suis allé rencontrer Mélenchon pour faire une émission pour Mermet, qui finalement il n'y a pas eu d'émission, mais c'est pas grave. Et il me dit bon bah voilà, je vais peut-être quitter le Parti socialiste. Qu'est-ce que tu en penses? Putain, moi j'avais jamais été dans un parti. J'étais quand même le dernier à qui on devait poser cette question-là, quoi. Tu vois, pourquoi faire? Oui, je vais lancer un machin, là, peut-être le parti de gauche. Ouais. Bon, et donc il m'invite au restaurant pour me sonder, jeune gars, il me dit bah voilà, qu'est-ce que je dois dire? Putain, le mec, il a 30 années de carrière politique, il vient de demander à moi qui n'ai jamais rien foutu sur le plan politique, qu'est-ce qu'il doit dire? J'étais venu avec 2 bouquins. Les 2 bouquins avec lesquels j'étais, parce que comme vous savez, vous rencontrez quelqu'un comme ça, vous êtes quand même impressionné. Donc du coup, vous dites bon, moi, ça va être pire que ce soir, quoi. Donc je viens avec 2 bouquins. Et les 2 bouquins avec lesquels j'étais venu, c'est L'illusion économique d'Emmanuel Todd, c'est-à-dire le volet protectionniste, et c'est Comment les riches détruisent la planète de Hervé Kempf, c'est-à-dire le lien entre l'écologie et le social. Eh bien, c'était en 2009, donc c'était juste à la veille de la fondation du Parti de gauche et du lancement ensuite du Front de gauche. Eh bien, 8 années plus tard, je considère que sa gauche, la gauche de Mélenchon, la nôtre, elle fonctionne toujours sur ces 2 jambes-là. Le protectionnisme d'un côté et qui rend possible le fait d'avoir une alliance du rouge et du vert par ailleurs, qui était le bouquin de Kempf. Donc voilà, en gros, au-delà des 7 différences, je pense que là, il y a un corps, on est posé maintenant sur 2 jambes qui peuvent être solides pour amorcer la suite. Et je rejoins Alexis sur ce qu'il racontait sur la transmission, et peut-être que l'affiche est porteuse de ça. Vous savez, c'est le poème. Alors, je veux pas... Alexis est vachement meilleur que moi pour tresser des couronnes à Jean-Luc. Mais c'est le poème de Baudelaire. Quand il fait un compliment, il y a toujours un double niveau, voilà. en fait. Ça. Mais c'est le poème de Baudelaire sur les phares. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a toujours un phare, c'est Rembrandt, c'est machin. Il y a un phare qui nous amène plus loin. Bon, je ne veux pas dire que Mélenchon est un phare, mais c'est un relais dans notre histoire, dans un moment de ressac, dans un moment où on pourrait être en dépression, où ça va pas bien, où on voit que c'est les libéraux qui gagnent depuis 30 ans et ainsi de suite, eh ben, il nous reste des points d'appui, des points solides. Et ce que je vois dans l'affiche, c'est en effet ça, c'est que le regard est tourné vers l'avenir, et l'avenir, c'est vous, quoi. Je vous remercie. Mélenchon, hier, s'est prononcé pour la suppression des aides, sauf pour la presse d'opinion. Bon, bah, très bien, mais bon, je veux dire, moi, je suis pas là pour défendre ma boutique en tant que petit patron de presse. Est-ce que Macron est abonné à Fakir? J'en doute. Il faut lui envoyer un petit service au président. Vous discutez avec lui quand même de temps en temps? Ah bah non, là, depuis qu'il est président à l'Élysée, je pense que... mais Mélenchon. Ah, mais Mélenchon, bah, bien sûr, bien sûr, oui. Oui, vous entendez bien avec lui? J'écoutais, moi, c'est pour moi une heureuse surprise, je le dis en toute franchise. Voilà, on ne se connaissait pas, il pouvait y avoir un peu de méfiance et ainsi de suite. Et sur les premières décisions qui ont été prises, je trouve que j'ai eu affaire à quelqu'un à l'écoute sur un certain nombre de trucs où il n'était pas forcément sur cette position-là au départ. Et puis en discutant, eh ben, on avance. À partir de 92, l'Union européenne devient grosso modo quelque chose d'impopulaire. Et là, le Front National se rallie à cette thèse-là, tandis que le Parti communiste abandonne complètement, parle de sauver l'Europe, de changer l'Europe, de bouger l'Europe. C'est Robert Hue 1999. Donc, on a là un changement de... Voilà, on va avoir une autre Europe, c'est l'alter-européisme. C'est-à-dire, une autre Europe est possible. On a eu l'alter-mondialisme, on a l'alter-européisme, une autre Europe est possible. Et ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, c'est complètement, tactiquement nul, stratégiquement nul, idéologiquement catastrophique. Et il faut penser, en même temps qu'on entame un bras de fer avec Bruxelles, Francfort et tout ça, il faut penser à une autre Europe à construire avec sans doute les pays du Sud qui sont... Précisément pour savoir d'où parlent les gens, d'où parle notamment Jean-Luc Mélenchon. Benjamin Griveaux dit avoir peur que Jean-Luc Mélenchon, qui se dit internationaliste, soit au fond un nationaliste de première catégorie. Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon est un nationaliste? Non, moi je crois pas du tout. Moi je pense qu'il y a un vrai internationalisme. Je veux dire, moi c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas pour le Frexit. Pourquoi? Parce que le Frexit, de la même manière que qui s'est passé avec le Brexit, c'est quoi? C'est vivre un destin solitaire.
Et moi, si jamais la France est amenée à sortir de l'Union européenne, il faut que ça ait un effet d'entraînement. Il faut que ça ait un effet d'entraînement sur les peuples du Sud, par exemple l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, qui se sentent mal dans cette Europe-là, et que ça aille vers la construction d'une autre Union. Donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'avoir un destin solitaire, mais au contraire de construire des solidarités pour entraîner avec soi, entraîner derrière soi. Merci beaucoup François Ruffin d'avoir été avec nous ce matin et belle journée à vous. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon en fait trop? Moi, je vais vous dire... Sincèrement, ouais, honnêtement, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, on fait trop non, moi, pour l'instant, je suis bien dans ce groupe. Le jour où je ne serai pas bien, je viendrai vous le dire, si vous voulez. Mais pour l'instant, je suis bien dans ce groupe. Vous savez, c'est une position compliquée que de savoir qu'on est 17. Plus, je rajoute mes camarades communistes, moi, puisque... Non, mais moi, je suis élu avec... vous m'avez présenté Picardie, France Insoumise. Moi, je me suis présenté avec une étiquette Picardie debout et qui rassemble un certain nombre de forces. Mais quand on est une petite minorité comme ça à l'intérieur de 577, il faut se bagarrer. Ce qu'on peut reconnaître à Jean-Luc Mélenchon, c'est de la combativité. Maintenant, vous savez, moi, c'est pareil. Est-ce que j'en fais trop? En tout cas, il y a une combativité, il y a de la générosité, il y a de l'envie. Après, sans doute qu'au milieu de tout ça, il y a des maladresses, il y a des erreurs. Vous voyez, à moi, à moi aussi. Donc, on est humain. Maintenant, je me permets, parce que je suis interpellé, d'abord pour dire que j'ai eu un coup de fil d'un camarade du LPA qui m'avait dit la famille d'Adama Traoré, souhaite t'appeler, et j'avais donné mon numéro de téléphone, et tout ça. Et en fait, j'ai attendu l'appel et il n'est pas arrivé. J'ai quand même écrit un papier dans le Fakir. Donc voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est moi, je crois à l'enquête d'abord. Aujourd'hui, j'ai entendu les propos, j'y étais déjà sensible puisque j'ai publié un papier, mais je ne vais pas me positionner avant d'être intimement convaincu et je veux faire mon travail, que en toute matière, je commence par mener l'enquête d'abord. Et donc, ce à quoi je peux m'engager, c'est à vous recevoir, que vous me filiez les preuves, qu'on regarde le dossier, et que je mène l'enquête, que j'en sois intimement convaincu. Ouais, sifflez. Allez-y. Oui. Parce qu'on me demande, excuse-moi, mais je réponds. Écoute, moi je peux te dire que... je peux tout si tu veux, mais je peux te dire que pour que je porte des dossiers et pour que je les porte avec force, ça veut dire qu'il faut que je sois animé moi-même d'une conviction puissante et intime. Et oui. Est-ce que pour Rémi Fraisse, vous avez pris position? J'ai pas pris position pour Rémi Fraisse. Voilà. Mais oui, ça dépend si vous souhaitez que je fasse une proclamation comme ça ici, ou que vous souhaitez que je porte le dossier avec force, comme je peux le faire sur un certain nombre de dossiers. Et sur Adama Traoré, quelque part, j'ai eu le même réflexe en me disant, c'est bon, tous les journalistes y sont. Il y avait Canal+, il y avait Libération, il y avait le Nouvel Obs, ils y étaient. J'ai vu que Besancenot, Mélenchon, tout le monde avait souligné des trucs pour Adama Traoré. Je me suis dit, il n'y a pas besoin de moi. Alors que dans le même temps, moi, je porte ma bagarre et dans une beaucoup plus grande solitude médiatique et solitude politique autour de Hector Lubota, qui est décédé il y a maintenant 15 ans, mais on n'a toujours pas obtenu, à cause de l'inertie judiciaire, du silence médiatique et de l'opposition politique locale, on n'a toujours pas obtenu un procès satisfaisant. Le jugement de la Cour d'appel a été cassé là, donc ça va repasser à Douai. Et donc c'est vrai, et je reproche pas du tout aux gens en leur disant « Attends, vous n'êtes pas engagés dans le combat avec Hector Lubota et tout ça ». Alors chacun fait ce qu'il peut, cette affaire a une moindre résonance. Maintenant il va peut-être falloir que je change ma manière de faire et que, oui, sur les grands dossiers qui mobilisent la gauche, j'en sois aussi, alors que jusqu'à maintenant j'avais tendance à me dire c'est bon, moi j'ai pas besoin d'y être parce que ceux-là ils s'en chargent à ma place, quoi. Et donc voilà. Et puis moi je répète, mais je sais pas être un ventriloque. On me file pas un papier que je lis. J'ai besoin d'être habité par un désir, une révolte, et ça passe aussi par de la chair. Bigard, je me mobilise aussi parce que j'ai vu les mecs de Bigard, je les ai côtoyés, je sais quelle souffrance c'est pour eux.
les clure dans Merci Patron, je me mobilise pour eux parce que je les ai vus. Pour moi, la politique, c'est pas que des grands principes, soit sur les violences policières, soit sur la répartition du capital travail. Le néolibéralisme, ça s'incarne dans des corps, c'est de la chair, c'est tout ça. Et donc c'est vrai que pour un niveau d'engagement important, j'ai besoin de rencontrer les gens, de discuter avec eux, à la fois d'être convaincu par les arguments. Je veux dire, j'ai lu le papier de Mediapart, par exemple, sur l'affaire Adama Traoré, où il n'y a aucun doute que le procureur qui a été déplacé a menti lors de toute la première période en essayant de cacher la responsabilité des gendarmes dans ce décès. Encore une fois, je suis toujours disponible pour aller plus loin. J'ai appelé l'avocat de la famille et je souhaite aller plus loin. Il me reste un quart d'heure pour à la fois me trouver... Où vous vous demandez un peu ce que vous faites là? Bah écoutez, moi, très sincèrement, j'ai décidé de démissionner, quoi. Ah, de démissionner? Ouais, j'ai décidé d'arrêter. De démissionner? Oui, voilà, au mois de juin, je passe à autre chose, quoi. Vous arrêtez? On sent même une certaine émotion quand vous êtes en train de me le dire. Je vois votre regard que les téléspectateurs voient pas forcément, mais vous avez parlé? Vous jetez l'éponge, vous arrêtez. Poisson d'avril. Ah. D'accord. Mais vous avez bien joué. Alors attention, moi je m'arrête là un instant parce que justement, non mais ça prouve, que vous savez très bien jouer la comédie, François Ruffin. Bien sûr. Est-ce que tout cela, globalement, c'est pas une comédie? Tout cela? Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ne me touchez pas. C'est vous qui me touchez. Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits. Allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Par rapport à votre candidature aux élections législatives, vous êtes notamment soutenu par la France Insoumise. C'est quoi être un insoumis en fait finalement? En tout cas, je n'ai pas entendu d'être soutenu par la France Insoumise. Je suis aussi par le Parti communiste, par Ensemble et par Europe Écologie Les Verts, pour être insoumis. Quand tu fais des mouvements, tu sais que tu vas devoir rentrer dans quelque chose, quoi, que tu vas avoir des obstacles. Il faut vivre avec des obstacles. Et par exemple, dans les luttes de Jean-Luc Mélenchon, sa personnalité, vous voyez des convergences, c'est un exemple? Bah écoute, après il y a beaucoup de reproches à faire à Jean-Luc Mélenchon sans doute, mais enfin il y a du Lesquels par exemple? Non mais j'en sais rien, mais il y a du tempérament. C'est pas évident, il faut voir ce qu'on peut se prendre dans la figure, même quand tu fais des petites luttes locales et quand tu es candidat au niveau local, tu te prends quand même des trucs, bon, faut être costaud, bon, bah il y a du tempérament, il tient debout quoi, le bonhomme. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il peut faire mieux justement? Qu'est-ce qui, selon vous, dans quel domaine il va pas assez loin par exemple? Oh, j'en sais rien. Non, après, comme dirait ma mère, ma mère elle me dit que je parle trop vite et puis que je souris pas assez. Mais il faut qu'il arrive à sourire encore plus quoi. Il faut qu'il arrive à être sympa, il faut que ma mère elle le trouve sympa quoi. Ok, la Libye. C'est quoi le pays d'après? L'Afghanistan? Non, l'Afghanistan. Non, franchement, tu m'amènes sur des sujets sur lesquels je pourrais rencontrer. Eh bah dis-le. Mais pas terrible du tout. Donc je préfère. Mais ici c'est open bar. Dis donc, à question pour un champion, je vais perdre avec tous les coups. Oh bah t'inquiète, c'est que le début. Ça te fait penser à quoi la Libye? Ah non. Bah, ça me fait penser aux histoires de Kadhafi, tu vois, bon, la Libye. Alors une question d'internet, histoire de te chauffer un peu les neurones. Comment peut-on gérer les problèmes de la France sans s'intéresser à la politique internationale? Je pense que... Bim! Ouais, non mais... Donc, d'abord, chacun est limité dans le... Tu vois, à un moment de Moi, je me présente pas un homme d'État aujourd'hui. Ça, tu l'as déjà dit chez Bourdin. Ouais, je te le redis. Parce que c'est la vérité, tu vois, et puis ça prouve que je tiens pas un discours différent chez Bourdin, chez Thinkerview. Mais je me considère pas comme un homme d'État aujourd'hui. Il faut m'utiliser à autre chose. Je suis pas un bon animateur de la démocratie. La Libye, ça te fait penser à quoi? Est-ce que c'est un scandale d'État? Est-ce que c'était nécessaire? En tant que citoyen, ça te fait penser à quoi? De quoi? Qu'est-ce qui était nécessaire? L'intervention en Libye. Non, moi, comment elle s'appelait la ville? Je me souviens plus. Tobruk. Non. La ville on devait sauver une ville. Oh, mince. Tu te souviens plus? En Libye, le début de l'opération en Libye. On a commencé à sauver beaucoup de villes pour la démocratie. Non. Pour la Libye, il y avait une ville en particulier. Vous ne pouvez pas chercher sur Internet en même temps? La communauté va s'en chercher. Ouais, donc, vous allez voir, ça tient en 2 secondes. Mais le point de départ de la Libye, c'est qu'on nous demande de sauver une ville.
qui est particulièrement, qui soulève un peu et qui est attaqué par Kadhafi. Vous l'avez le nom ou pas? Ça va venir, t'inquiète, continue. Bon. C'est incroyable que ça m'échappe. Il y a tout un débat sur est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, l'ONU, tout ça. Et je suis très partagé à l'époque. Je suis pas un mec, tu vois. D'abord sur des histoires que je connais Partagé mal. pourquoi? Pourquoi? Parce que d'un côté, on te dit bien qu'ils s'en prennent plein la gueule par Kadhafi, il n'y a pas de doute. Ce qui était des mythos. Ce qui était des mythos, l'aviation n'a pas bombardé. Voilà. Et ensuite, parce que tu dis, bon, bah, on s'est déjà fait avoir, quoi, quand même. Benghazi. Benghazi, exact, c'est ça, Benghazi. Faut-il sauver Benghazi? Et donc, je vais te dire, franchement, à l'époque, je suis plutôt pour y aller pour sauver Benghazi, quoi. Mais je le dis mollement, tu vois, c'est le genre de truc où d'abord, je fais pas de machin sur les réseaux. T'es réceptif à la propagande de guerre? Sur ce truc-là, j'y ai pas été complètement indifférent, en tout cas. Et donc, j'y suis plutôt... Et après, tout de suite après, tu vois comment de Benghazi, il passe à Tripoli. Et là, je me sens cocu. Je me suis fait avoir. Et je pense que plein de monde s'est fait avoir, et les Russes se sont fait avoir. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé sur la Syrie si on ne comprend pas... La Libye. Oui, mais je te dis... D'accord, sur la Syrie ensuite, ok, pardon. On ne peut pas comprendre ce qui se passe sur la Syrie aujourd'hui si on n'a pas compris ce qui s'est passé sur la Libye. C'est-à-dire la manière dont les forces occidentales, en l'occurrence, ont fait cocu, moi, mais aussi la Russie. Je ne dis pas que je suis pour la position de la Russie sur la Syrie. J'imagine que c'est la question après, c'est la Syrie. Putain, disons. En plus, je ne suis pas à la commission des affaires internationales ni de la défense C'est pas mon problème. à l'Assemblée nationale. Mais on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Syrie si on ne comprend pas la manière dont on a été cocu en Libye. Et je pense que Benghazi a un gros rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'on donne un chèque en disant « Ok, allez sauver Benghazi » et puis finalement, ils vont virer Kadhafi de Tripoli. Et donc, tu installes un gros bordel là-bas. C'est pas qu'on soit copain avec Kadhafi, nous on n'a pas reçu de pognon de Kadhafi. Hein. Mais donc voilà. Et donc, voilà. Et donc aujourd'hui, c'est sûr que quand en Syrie, on commence à dire bon, va falloir aller intervenir pour sauver une ville ou pour défendre machin, moi, je suis plus qu'hésitant. Et tu vois comment les Russes, ils sont hésitants aussi, quoi. Donc la Syrie, c'est bon? On a déjà éclusé. Voilà, c'est bien. Il y a la Russie, donc on va parler de la Russie. Non, c'est fait. T'as lancé le truc. Non, c'est fait, la Russie. Poutine, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est fait. Putain, dis donc, t'as vraiment que ça. Mais t'inquiète, c'est vraiment pas c'est juste les préliminaires. Tu sais, est-ce que je vais être beaucoup bien meilleur sur le Vimeux? Tu sais où c'est le Vimeux? Allez, la Russie. Non, j'ai rien à dire. Non, du tout? Non, je crois pas. Non. L'affaire Skripal. J'ai rien à dire. Ça te fait penser à quoi l'affaire Skripal? Rien du tout. Rien? Du tout? Non. Un gaz neurotoxique. Putain, dis donc. Et vraiment, les internautes, ils vont dire il est nul celui-là, il aurait fait mieux faire. Bon, on va faire plus simple. Donald Trump. Ouais. Tu sais. Les sanctions sur la Russie par les États-Unis, par l'Union européenne. Les sanctions économiques. Je veux dire un autre truc, parce que bon. Ma bagarre, c'est de faire que les gens, ils existent. Non, mais ouais, mais c'est tout. Et c'est mon combat journalistique depuis 20 ans, tu vois. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'actualité, les news, c'est la vie et les faits des grands hommes, et qu'en fond, ça n'a pas tellement changé depuis l'historiographie du Moyen-Âge. Que c'est Macron, que ça peut même être Mélenchon, que c'est, tu vois, les hommes politiques locaux, et puis les grands hommes politiques internationaux. Et moi, ma bagarre, c'est quoi? C'est de venir ramener autre chose. C'est de venir ramener, tu vois... C'est ça que tu es avec la France Insoumise? Ça peut être un motif, mais je veux dire, c'est pour ça que... en tout cas, indépendamment de l'étiquette que je porte aujourd'hui, c'est ce qui m'anime depuis 20 ans. Et je pourrais être sans étiquette aujourd'hui... Le Venezuela. Oh là là... Non. La République, c'est moi! Moi, une question, si vous pouvez y répondre. Maintenant, je ne sais pas encore, parce que peut-être votre décision n'est pas prise encore. Pour qui vous allez voter, vous, au second tour de la présidentielle? Oui, c'est un peu comme quand vous allez aux toilettes, vous aimez bien fermer la porte. Là, c'est le principe de l'isoloir, c'est qu'il y a un rideau, parce que c'est quand même pas la première fois que je vais avoir à faire un geste dont je ne suis pas fier au deuxième tour d'une élection. Mais néanmoins, quand bien même je glisserai un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne, qui n'a pas besoin de ma voix pour être élu, parce que je pense qu'il le sera, mais je serai un opposant ferme à Emmanuel Macron dès le 8 mai au matin. D'ailleurs, je suis déjà avant son élection, mais voilà... Parce que je pense pas qu'il... Vous serez face à lui. Ouais, je pense pas qu'il apportera grand-chose
de positif aux gens de ma région. Merci à vous, François Ruffin. C'est comme ceux qui, dans les commentaires, ils ont qu'une chose à raconter, c'est tout le temps, c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à l'Europe. Je veux bien. Moi, je veux dire, j'ai écrit un bouquin, faut-il faire sauter Bruxelles? J'ai mené des enquêtes au Parlement européen et à la Commission. J'ai vu comment c'était trop fait par le lobby, voir comment on peut même plus parler de lobby, tellement c'est de l'intérieur de l'Union européenne que les intérêts financiers sont défendus par les commissaires eux-mêmes. Donc voilà, j'ai aucun problème à dire qu'il faut sortir d'un certain nombre de traités. Peut-être qu'il faut réviser tout depuis le traité de Rome, mais maintenant, il y a quand même d'autres choses à raconter dans la vie, et sur tous les sujets, on peut pas revenir en sautant comme un cabri, en disant c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à l'Europe, c'est la faute à l'Europe, tu vois, tout comme les autres qui répètent l'Europe, l'Europe, l'Europe. Bon bah, les rapports d'aliénation, la domination du capital sur le travail, il y a des tas de trucs qui sont pas que liés au traité européen. Et puis, il y a une forme de juridicisme là-dedans, c'est-à-dire de croire que juste parce qu'on va changer des textes, ça va changer la réalité. Oui, il faut changer des textes, mais il y a la réalité à changer derrière. Et ça suffit pas. Il y a des rapports de force à construire, il y a tout ça. Donc, juste, voilà, il y a quelques commentaires qui m'ont un peu attristé parce que je vous aime bien et puis que du coup, je me dis que ça serait bien que on avance. Précise que vous serez aussi candidat aux législatives soutenu par les Verts, les communistes et le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Qu'avez-vous à dire ou à demander à Emmanuel Macron? D'abord, je voudrais lui offrir une carte. J'aime bien faire des petits cadeaux, moi. Je lui offre une carte d'Amiens, parce que vous revendiquez régulièrement d'Amiens, dont nous sommes originaires tous deux. Vous l'avez encore cité ce soir. Et apparemment, il y a des coins d'Amiens que vous connaissez un peu moins bien. Je veux parler par exemple de l'usine Whirlpool d'Amiens. Donc je vous donne la carte. Vous prenez la rue d'Abbeville. Vous n'avez pas tout à fait jusqu'au quartier Itoufi. Vous tournez à droite, au rond-point, et là, vous avez l'usine Whirlpool. Merci beaucoup, je vous remercie. Alors, pourquoi Whirlpool? Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, en effet, avec François Ruffin, on a un point commun, c'est que nous sommes nés à Amiens, on a été élevés à Amiens, on a même été dans le même lycée, on n'était pas dans la même classe, donc... Voilà, chez les jésuites. Comme quoi, ça mène à tout. Le cadre est posé. Ça nous fait donc un point commun. Ça mène à tout. Et on en restera là. Donc il y a deux mois, l'usine Whirlpool.